L'Ukraine a célébré aujourd'hui son 35e anniversaire en tant que nation. C'est là-bas la fête de l'indépendance. Et le président Zelensky a bien sûr prononcé un discours. On s'attendrait à ce qu'il dise quelque chose de positif et d'optimiste. Mais, compte tenu de la réalité sur le champ de bataille, on pourrait s'attendre à une déclaration un peu mesurée. Eh bien, on se serait trompé. En fait, le Premier ministre britannique Andy Burnham était lui aussi sur place, et il a prononcé son propre discours, très étrange. Et tout cela semble assez déconnecté de la réalité. Pendant ce temps, la Russie, elle, semble toujours connectée à la réalité. Et nous allons voir quelle version de la réalité se matérialise réellement sur le terrain. Et nous allons essayer de le faire aujourd'hui avec l'un de nos invités préférés. Le professeur Richard Sakwa, professeur émérite de sciences politiques à l'Université du Kent, est l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la Russie et des affaires européennes. Richard est titulaire d'un doctorat en études russes et européennes et il compte des décennies de recherche en relations internationales et en philosophie politique. Son dernier livre, La guerre Russie-Ukraine, les folies de l'Empire, semble particulièrement approprié aujourd'hui. Professeur, bienvenue à nouveau dans notre émission, comme toujours. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Écoutez, allons droit au but parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Et bon, je comprends, c'est votre anniversaire, votre fête de l'indépendance, où vous voulez donner une tournure un peu positive aux choses. Mais commençons plutôt par le Premier ministre britannique, le nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham. Et là encore, on peut se dire, d'accord, vous voulez dire quelque chose de gentil à votre hôte, surtout le jour de sa fête. Vous êtes allé dans sa capitale. Mais alors là, franchement, c'est un peu excessif. Alors je veux vous dire quelque chose que vous n'entendez probablement pas assez. Merci. Merci pour la position remarquable que vous avez prise, parce que nous en sommes tous plus forts. L'Europe est plus forte. L'OTAN aussi est plus forte. Comme l'a dit le président Zelensky, l'Ukraine n'est pas une parente pauvre, mais une alliée forte. J'irai même plus loin. L'Ukraine a été le protecteur de l'Europe, non pas un poids pour notre sécurité, mais à la première ligne que doit être la sécurité d'Europe. Notre protecteur? Eh bien, que dire, professeur? Oui, c'était un peu inattendu. Bien sûr, il allait prononcer de belles paroles, mielleuses, à l'occasion du 35e anniversaire. Mais comme vous le soulignez, il est allé bien au-delà. Et cela reflète bien sûr ce malaise fondamental. Le discours comportait aussi des thèmes churchilliens. Comme toujours au Royaume-Uni, on ne parvient jamais à échapper à l'ombre de 1939 à 1940, à cette rhétorique du dos au mur et de l'agresseur extérieur. Mais c'est encore un autre élément de la malhonnêteté de ce discours, car nous ne sommes pas en 1939 à 1940. La Russie n'est pas l'Allemagne nazie. Et donc, à mes yeux, l'ensemble du discours reflète cette absence fondamentale de sincérité. Vous appelez cela un manque de réalité. D'une certaine façon, c'est à la fois cela et quelque chose d'encore pire. Ce langage est devenu non seulement normalisé, mais hyper normalisé. Par là, je veux dire qu'il est imperméable à la réalité. Il est imperméable à toute remise en question. Il exclut le dialogue et évidemment la diplomatie. Puis-je simplement dire que je viens justement de lire dans cette perspective un livre d'un grand spécialiste, Odd Arne Westad. C'est un expert de la guerre froide et son livre s'intitule « La tempête qui vient ». Il compare la situation actuelle à celle de 1914 et c'est un ouvrage très puissant, mais il y a tant de passages dans ce livre. Par exemple, il affirme que la guerre de la Russie, la guerre qui se déroule en ce moment en Ukraine, est une guerre de choix contre un voisin bien plus petit. Alors une guerre de choix, oui, dans une certaine mesure.
Il y a eu des choix en 2014, comme il y en a eu en 1914. Mais parler de guerre de choix suppose qu'un beau jour, en 2014, la Russie se réveille et se dit « Allons nous en prendre à ce voisin plus petit ». C'est juste que, comme vous le dites, ce discours est devenu hyper normalisé. Il est si puissant, si profondément enraciné, qu'il ne se prête tout simplement ni au débat, ni à la discussion, même si nous essayons autant que possible de proposer un autre récit. Ou alors, on pourrait dire, même si nous disons réellement la vérité, et c'est ce que nous allons faire ici. Mais revenons à l'une des autres choses qu'il a dites. Parce que quel effet cela produit-il au Royaume-Uni, que ce soit parmi la population ou dans l'armée, de dire que nous devons une dette de gratitude à l'Ukraine? Apparemment, sans l'Ukraine, je ne sais pas. Londres parlerait russe aujourd'hui. En gros, les Russes auraient continué leur avancée. Donc vous leur devez des remerciements. Et cela a suscité beaucoup d'applaudissements. Les gens au Royaume-Uni pensent-ils devoir remerciements et gratitude à l'Ukraine, pour l'Ukraine? Eh bien, les médias de masse le font. C'est évidemment le récit de Biden au début de la guerre. Si nous nous battons, nous devons nous battre contre les Russes. Et bien sûr, en remontant jusqu'à la procédure de destitution, en 2019, Schumer et d'autres disaient « Vous savez, nous devons combattre les Russes en Ukraine, sinon nous les combattrons ici. » Et cela vient, encore une fois, d'un langage qui rappelle en quelque sorte la Seconde Guerre mondiale. Non, comme vous le dites, c'est tellement déconnecté, parce que ça présente la Russie comme une horde nazie, barbare. Et bien sûr, on y retrouve toutes sortes d'échos du civilisationnisme classique du XIXe siècle. Nous sommes l'étalon de la civilisation. Tout ce qui est extérieur est inférieur, sous-civilisé. Et cette guerre devient alors une guerre de la civilisation contre la barbarie, plutôt que deux grandes nations qui se mettent mutuellement en pièces. Et cela peut continuer aussi longtemps que ça pourra continuer. Et vous savez, toute cette question du dilemme sécuritaire, de l'élargissement de l'OTAN, tout ça, comme si ça n'existait pas. Comme si ça n'existait pas. Comme si les événements de 2014, au début de 2014, et le changement de régime forcé contre le président légitimement élu n'avaient pas existé. C'est bizarre, honnêtement. Absolument bizarre. C'est pour ça que j'appelle cela l'hypernormalité. On est hors du domaine de l'échange, même du débat. On est dans le domaine des émotions, dans le domaine de récits qui se sont enracinés très profondément. Et pour ce qui est des Britanniques, oui, les médias de masse, tous nos journaux répètent cela, et la BBC aussi, malheureusement. Il n'y a plus d'alternative. Parfois, une petite brèche s'ouvre. Il faut le dire. Le correspondant de la BBC à Moscou, Steve Rosenberg, il est là-bas depuis de nombreuses années. Il parle couramment russe. En montrant une longue file de voitures devant une station-service, a déclaré « En réalité, malgré toutes les difficultés, malgré les attaques contre Wildberries, cette plateforme de commerce en ligne, et récemment contre Ozon, qui est le deuxième plus grand distributeur de commerce en ligne en Russie. Malgré tout cela, le régime conserve encore le soutien de la population. » Eh bien, vous savez, je vais vous le dire. Quelqu'un d'autre bénéficie d'un soutien populaire, dans sa propre tête, en tout cas. Et c'est Volodymyr Zelensky. Je vais vous montrer ce qu'il a dit dans son discours aujourd'hui. Et là encore, on s'attendrait à ce qu'il dise quelque chose de positif. Mais ce qu'il dit ici, même dans cette situation hyper normale, comme vous l'appelez, c'est peut-être encore un degré d'hyper au-dessus, si ce mot existe seulement. Mais avant de l'écouter, gardons le contexte à l'esprit. Cette guerre dure depuis 4 ans et demi. Il y a eu un nombre énorme de victimes ukrainiennes. Nous ne connaissons pas avec certitude le chiffre réel. Il le cache évidemment, mais c'est incontestablement monstrueux. On voit encore aujourd'hui des gens en enlever d'autres dans la rue.
C'est devenu tout simplement horrible à voir. Et nous n'avons presque plus de défense antiaérienne. Nous n'avons probablement déjà plus de missiles de défense antiaérienne. La Russie a donc presque carte blanche pour tirer des missiles directement sur Kiev. Et j'ai reçu d'autres informations, venant d'ailleurs en Ukraine, selon lesquelles, dans les autres villes et dans la zone opérationnelle derrière les lignes de front, il n'y a pratiquement aucune défense antiaérienne. Je veux dire, aucune du tout. Il n'y a rien pour arrêter les bombes planantes. La Russie continue d'avoir accès aux lignes de front. Elle continue d'avancer. C'est toujours à un rythme lent, mais elle avance malgré tout. Voilà la réalité de tout ça. Et quand vous allez entendre Zelensky s'exprimer ici, vous pourriez presque croire que les choses sont inversées. Сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, ніколи нас не розумів. Тепер уже Il ne nous a jamais compris. Maintenant, il ne pourra plus le faire. Vous vouliez prendre toute notre Ukraine, toutes nos terres. À la place, vous avez perdu vos centrales nucléaires, votre flotte, vos profits et toute votre génération que vous avez jetée dans le hachoir à viande. Vous vouliez que nous disparaissions de la carte. Maintenant, c'est vous qui n'avez plus votre place dans l'ordre international de la civilisation future. у міжнародному порядку денному майбутньої цивілізації. Donc il dit, oui, vous vouliez nous faire subir tout ça. Nous avons tenu bon. Et maintenant, vos raffineries brûlent, vos dépôts de pétrole brûlent, et ainsi de suite. Et c'est nous qui décidons ici. Que répondez-vous à cela? Est-ce exact? Eh bien, la Russie souffre, c'est certain. Et l'Ukraine a réussi à porter la guerre sur le territoire russe. Cela ne fait aucun doute. Et comme je le disais, il ne s'agit pas seulement de raffineries de pétrole ou de dépôts pétroliers. Mais, d'une certaine manière, cela est déconnecté de la réalité, comme vous le dites, après 4 ans et demi de guerre. Et bien sûr, à l'occasion du jour de l'indépendance, le message sera positif. Dire que tous les sacrifices n'ont pas été vains, qu'il faut tenir bon, et que nous finirons par remporter la victoire. Mais, comme nous l'avons dit à maintes reprises, on ne voit pas clairement quel pourrait être le chemin vers la victoire. Ils parlent même du fait qu'ils ne vont pas renoncer au territoire du Donbass. Et bien sûr, à l'avenir, le Donbass jouera un rôle comparable à celui de l'Alsace-Lorraine après la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871. Pendant toute une génération en France, même si la majorité des habitants d'Alsace-Lorraine étaient germanophones, on était déterminés à récupérer ce territoire. La situation est la même aujourd'hui. Mais comme vous le dites, il y avait aussi un autre aspect dans ce discours, où il parle de cette question sans fin. Les Russes et les Ukrainiens forment-ils un seul peuple ou non? Et il a dit, vous pensiez que nous étions votre petit frère. Maintenant, vous avez découvert que la vie a prouvé que nous sommes des étrangers, que nous ne le sommes pas. Et en fait, c'est bien sûr le sous-texte. 35 ans d'indépendance ont toujours reposé sur cette tension extraordinaire entre le projet de construction de la nation ukrainienne et son rapport à ce qui a été, disons, 1000 ans d'interaction, voire davantage, avec la Russie. Évidemment, Moscou, en tant qu'État, n'existait pas auparavant, mais il y a cette tentative de prendre ses distances. Et c'est bien sûr, là encore, l'une de ces profondes questions identitaires à l'œuvre. Et bien sûr, au cours de ces 35 années d'indépendance ukrainienne, le pays est devenu, déjà avant 2014, l'un des plus pauvres du monde. Et depuis, il a lancé une guerre contre son propre peuple dans le Donbass et ailleurs. Une guerre civile qui s'est internationalisée et qui est désormais devenue ce conflit majeur sur le continent européen. Comme vous le dites, il est optimiste. Mais bien sûr, Zelensky est un acteur accompli et il excelle à mettre en scène ce récit de réussite. Nous gagnerons cette guerre. Mais bien sûr, la réalité va se manifester très durement et probablement démentir cela, les frapper très durement, comme elle le fait déjà aujourd'hui.
Alors, comment peuvent-ils continuer à fonctionner? Je veux dire, c'est une chose d'être positif et optimiste si vous avez une sorte de plan pour renverser la situation, pour réellement changer les conditions sur le champ de bataille ou au niveau stratégique, pour modifier le facteur économique, ce qui l'amènera à se retirer du champ de bataille. Je veux dire, c'est la seule raison de riposter. Normalement, la seule raison de frapper en profondeur, c'est que ça puisse avoir un impact sur la ligne de front et peut-être les faire repartir dans l'autre sens. Mais ils n'ont pas de défense aérienne. Et vu le type de missiles que nous avons, ils sont extrêmement coûteux, extrêmement complexes, et il faut des années, au pluriel, pour les fabriquer. Donc il n'y en a plus à distribuer pour le moment. Du moins, dans un avenir prévisible, il n'y en aura pas d'autres. Et puis, il y a l'autre problème ici. Zelensky en parlait plus tôt. C'était hier. Il a dit que le ministère ukrainien de la Défense accusait actuellement un déficit budgétaire de 27 milliards. Au début de l'année, le ministère de la Défense a pris des décisions, autrement dit moi, pour utiliser, durant le premier semestre, des fonds qui étaient destinés à être versés au second semestre. Et l'argent a été consacré à la production de drones et à d'autres besoins. Et bien sûr, le bureau de Zelensky fait lui aussi l'objet d'une enquête du NABU pour corruption extrême. Des gens ont été licenciés, etc. Il ne l'a pas mentionné. Maintenant, au cours du second semestre, ces fonds doivent être compensés et complétés. Ensuite, il continue en parlant de différentes choses pour lesquelles ils ont besoin d'argent, etc. Vous savez, il lui faut 20 milliards de dollars pour les salaires de leurs militaires. Ils ne peuvent même pas payer les gens sans recevoir cet argent de l'Europe. Et comme il le souligne, il faut énormément d'argent. Et c'est là, je pense, qu'il y a un des problèmes que nous devons reconnaître. En réalité, une grande partie de tout cela concerne l'argent, grâce auquel des gens en Europe, et des gens en Ukraine en particulier, deviennent extrêmement riches. Et de fait, tout le régime, l'administration Zelensky, est désormais embourbé dans la corruption. Et bien sûr, l'ancien ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, appelle en réaction à cela à organiser des élections. Pourtant, Zelensky l'a récemment rejeté, ce qui est clairement compréhensible en temps de guerre, avec, au moins 9 millions d'Ukrainiens à l'étranger, non seulement en Occident, mais aussi en Russie. Je veux dire, qui votera et dans quelles conditions? Et peut-on garantir la sécurité? Mais malgré tout, il est dans son intérêt de ne pas organiser d'élections, car cela ouvrirait évidemment toute une série de débats et exposerait davantage la manière dont lui-même et le régime ont été impliqués dans ces détournements de flux financiers. Disons-le avec délicatesse. Mais enfin, comment pouvez-vous continuer à soutenir ça? Et là, je m'adresse aux gens, parce que vous avez beaucoup étudié cette région. Et les Ukrainiens, eux, sont en première ligne. Ils sont dans les villes. J'ai vu ce matin des reportages du côté ukrainien. Des gens tout à fait ordinaires, partout près de la ligne de front, pas seulement dans la zone grise, mais dans toute cette zone-là, cette moitié de l'Ukraine, disent qu'ils peuvent à peine, qu'ils n'osent même pas laisser leurs fenêtres ouvertes, par peur que des drones arrivent en volant. C'est un danger permanent. Et la vie est tout simplement terrible quand ils entendent leur président parler avec assurance, voire avec arrogance, et dire des choses comme « Écoutez, l'Europe, j'ai besoin de plus de cash. C'est très bien que vous me remerciez, Andy Burnham. Mais vous n'auriez pas quelques billets verts là? Parce que j'ai besoin de plus d'argent. Je sais que vous m'avez donné cet argent l'année dernière. Je l'ai déjà dépensé. J'ai besoin d'une nouvelle injection maintenant. Et il m'en faudra une autre en 2027. Je veux dire, littéralement, ça s'arrête quand? Et pour les Ukrainiens, je veux dire, ils savent qu'il n'y a pas de défense aérienne.
Ils savent que les missiles arrivent. Où est l'espoir que cet argent aboutisse à quoi que ce soit? Eh bien, d'abord, il y a l'attente de l'arrivée de cet argent. Et s'il arrive, ce sera aux frais des puissances d'Europe occidentale, car les États-Unis ne fournissent plus de transferts directs d'argent. Ils fournissent des armes, payées par les Européens. Et bien sûr, le déficit budgétaire de l'Ukraine est immense. Il est, en pratique, financé par la Commission européenne et par des contributions britanniques issues d'un fonds du G7 mis en place plus tôt, ainsi que par des fonds récents de la Commission européenne depuis décembre dernier. Donc oui, sur le plan militaire, l'Ukraine, eh bien, elle se défend. D'une certaine manière, on pourrait soutenir que cette guerre massive de drones contre la Russie est un signe de désespoir. Car, même si les choses avancent lentement sur la ligne de front, nous apprenons que, tout récemment, les forces russes se trouvent aux abords de Sloviansk et l'encerclent partiellement. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Bien sûr, la situation militaire avance à Kharkiv, à Soumy, et même plus au sud, sur le front de Zaporizhia. Il y a des avancées, lentes, mais malgré tout, ça progresse. C'est donc là encore ce signe d'irréalité. Quant à l'opinion publique ukrainienne, il y a désormais une demande, au fond, pour accepter que tôt ou tard, il faudra conclure un accord, la paix contre des territoires. Et c'était l'offre proposée, et qui est proposée, depuis au moins 4 ans. Donc la paix contre des territoires, de l'autre côté. Et il y a encore une autre composante de la population ukrainienne. Pas seulement ceux qui vivent à l'intérieur du pays, pas seulement ceux qui s'attendent maintenant à un hiver très très difficile, sans gaz, sans électricité, peut-être sans eau, sans chauffage, et ainsi de suite. Mais il existe une autre composante de la société ukrainienne. Ce sont les autres Ukrainiens. J'ai dédié mon livre « On the Wall » aux autres Ukrainiens. Ce sont des gens qui, depuis de nombreuses années, voire des décennies, ont cette vision d'une Ukraine différente. Une Ukraine pluraliste, multiconfessionnelle, tolérante, inclusive. Pas une Ukraine ethno-nationaliste. Pas une Ukraine fondée sur une russophobie virulente, venue de l'ouest du pays, et qui s'est ensuite généralisée après les événements du Maïdan, en 2014. Cette autre Ukraine existe donc. Je parle à ces gens tout le temps. Et ils considèrent avec mépris le régime actuel. Ils se sont opposés au changement de régime imposé en 2014. Ils voyaient bien que c'était une source de conflit. Et puis bien sûr, ce sont de véritables patriotes ukrainiens, pas ceux qui sont au service des puissances occidentales, notamment Londres et Washington, même si Washington est parfois ambivalent. Donc là où je parle aujourd'hui, depuis le Royaume-Uni, j'ai discuté avec des gens ici, et je pense que le sentiment général maintenant sera la déception. Oui, Starmer est arrivé avec un programme intérieur et une attention portée aux questions nationales, qui sont urgentes et qu'il faut traiter. Et le fait qu'il ait prononcé là-bas un discours aussi va-t-en-guerre montre d'abord son manque d'expérience en politique étrangère. Et ensuite, à quel point l'État profond, et je veux dire, j'hésite à employer ce terme, profond et puissant, mais il est tout à fait clair qu'il a été abondamment informé par l'État profond et qu'il a, en gros, accepté ce récit, ligne, hameçon et plomb. Et je pense que ça ne le grandit pas. Même s'il s'est donné une posture de sous-Churchill, elle sonne creux. Et je crains que cela ne le poursuive pendant des années, lorsque la situation changera à l'Est. Eh bien, et cela ne tombe pas non plus dans l'oreille d'un sourd à Moscou. S'il met Andy Burnham en difficulté, en montrant qu'il ne semble pas très, disons, expérimenté, ni bien informé lui-même en matière de politique étrangère, et qu'il a tout avalé sans broncher. Je pense qu'il est clair que quelqu'un d'autre a écrit ce discours pour lui, et que, pour une raison ou une autre, il l'a lu avec plaisir. Mais à Moscou, cela a été reçu différemment. Voici M. Peskov, le porte-parole du Kremlin,
qui dit écoutez, la Grande-Bretagne est en guerre contre nous. La Grande-Bretagne participe à cette guerre aux côtés du régime de Kiev. Elle jette méthodiquement et constamment de l'huile sur le feu en cherchant à empêcher tout processus de règlement pacifique. C'est précisément ce que fait la Grande-Bretagne. Nos forces armées accomplissent le travail nécessaire et recueillent les données pertinentes afin d'identifier les sites de production de ces missiles et d'autres équipements militaires. Certains avancent maintenant qu'il ne parle pas seulement d'installation en Ukraine, mais peut-être même au Royaume-Uni lui-même. Et puis aujourd'hui, les médias de Kiev rapportent aussi ceci. Le Royaume-Uni autorise la divulgation de données sur les missiles Storm Shadow afin de renforcer la production ukrainienne. Je pense que c'est notamment de cela que Peskov parle, en particulier concernant l'Ukraine. Mais certains craignent que la Russie ne s'en tienne pas à cela, parce qu'elle affirme que le Royaume-Uni, avec l'Allemagne et la France, est partie prenante dans la guerre et peut donc être visée par des frappes. Qu'en pensez-vous? Oui, une partie du discours de Burnham contenait une déclaration assez étrange dans ce contexte. Il a parlé des menaces scandaleuses de la Russie. C'est alors que les Storm Shadow, et bien sûr le Royaume-Uni, ont été à l'avant-garde du franchissement des lignes rouges dès le départ. Les chars, les F-16, même si nous n'en avons pas, toujours, comme Peskov l'a dit ailleurs dans ce texte, a jeté de l'huile sur le feu. Et nous avons été en tête pour le faire depuis le début de la guerre. Donc ces menaces scandaleuses, les Storm Shadow ou les Scalp, leur version française, c'est un peu comme les missiles Patriot, quand on parle d'autoriser l'Ukraine à les produire. Il est très peu probable que ça fasse une quelconque différence avant de très, très nombreuses années. Ce sont des systèmes très complexes. Donc cela ressemble un peu à un geste vide, même si c'est un signe de solidarité. Mais la menace, à l'inverse, c'est que déjà il y a quelques mois, la Russie a annoncé qu'elle avait une liste de sites de fabrication de drones en Occident. C'est la suite. Le danger dans tout cela, c'est que la Russie menace constamment et qu'il y ait peut-être une forme de guerre de l'ombre, des destructions par subterfuge. Qui sait? Il y a eu Chatishat Incident. Un entrepôt à Leyton, dans l'est de Londres, a été incendié à la bombe il y a quelques mois, et ainsi de suite. Il y a aussi eu des événements dans des entrepôts et des événements en Bulgarie. Donc, il y a eu quelques incidents. Mais au bout du compte, ces critiques les plus radicales au sein de la Russie, diront « Allez, regardez, vous avez proféré cette menace. Ce n'est pas la première fois. Vous avez averti et encore averti, mais vous n'avez pas agi. » Donc en ce sens, on peut comprendre pourquoi la Russie semble être un tigre de papier ou un ours de papier du point de vue occidental, même si elle frappe durement l'Ukraine. Et bien sûr, Odessa est désormais bloquée. Et bien sûr, l'Ukraine a fait à peu près la même chose. À elles deux, ces deux pays assurent 30% des exportations mondiales de blé. La Russie est le premier exportateur mondial de blé, l'Ukraine le 5e. Et ce blé n'arrive pas sur le marché. Cela crée d'énormes difficultés en Ukraine, pour le monde agricole, mais dans une moindre mesure, cela se produit aussi en Russie. Il y a de graves difficultés parce que les ports d'exportation de céréales ont été endommagés, que les navires ne peuvent pas naviguer, et ainsi de suite. Cela va avoir des répercussions majeures à l'échelle mondiale. Encore une fois, à l'approche de l'hiver, nous arrivons à... J'hésite à dire au moment critique, parce que, vous savez, la guerre se poursuit sans fin. Et j'ai parlé récemment à certaines personnes qui sont assez convaincues que cette guerre pourrait durer 10 ans. Donc ces deux pays vont aussi longtemps que cela restera contenu. Je veux dire, je l'ai déjà dit, cette guerre est dangereuse.
On assiste donc vraiment à une escalade verticale, avec des missiles, des bombes FAB, des bombes planantes, de plus en plus destructrices. Et bien sûr, la tentative actuelle consiste à obtenir qu'Elon Musk étende la couverture de Starlink jusqu'en Russie même. Cela donnera à ces missiles une précision encore plus grande. Donc, comme je le dis, ces deux pays sont maintenant en train de se démolir mutuellement. Le monde regarde. Pour l'instant, cela reste localisé. Si la Russie allait au-delà de ce théâtre de guerre, alors évidemment, nous entrerions dans une situation totalement nouvelle. L'Occident réagirait-il comme Moscou le souhaiterait, c'est-à-dire en n'utilisant pas ses Storm Shadow pour détruire ce dortoir à Starobilsk, dans l'oblast de Luhansk, comme cela a été fait il y a quelques mois, et pour attaquer toujours plus de cibles russes? Je n'en suis pas sûr. Je veux dire, à quel moment l'escalade s'arrête-t-elle? Voilà la question à $1 million. Et malheureusement, nous pourrions avoir la réponse à travers les actes. En fait, je l'ai dit, cette question a plusieurs facettes. Il y a le point de vue britannique, il y a le point de vue ukrainien, il y a aussi le point de vue russe. Je vous ai montré ce que Peskov a déclaré il y a 1 minute. Eh bien, Vladimir Poutine a accordé une interview hier dans laquelle il aborde cette question. Nos téléspectateurs s'en souviennent peut-être. Au début du mois de juin, je crois, Zelensky ce qu'il a appelé une campagne de 40 jours pour mettre la Russie à genoux, pour porter la guerre auprès du peuple russe. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à lancer ces drones à longue portée, ces missiles, et tout ça. Toutes sortes d'autres attaques visant Whiteberries, d'autres cibles économiques, leurs bateaux dans la mer d'Azov, les ports que vous avez mentionnés, les raffineries, et ainsi de suite, pour faire durer tout ça. Eh bien, il ne s'est pas arrêté au bout de 40 jours. Il continue à le faire. Il y a 1 semaine environ, ils ont lancé quelques 2000 missiles, drones, contre la Russie en l'espace de 24 heures, pour montrer qu'ils ont de grandes capacités. La plupart ont été abattus, mais pas tous. Certains passent. Eh bien, on a demandé très directement à Vladimir Poutine, qu'allez-vous faire face à ça? Le régime ukrainien s'est fixé pour objectif de nuire à notre économie. Qu'a-t-il fait? Il a ouvert lui-même cette boîte de Pandore. Eh bien quoi? Pour obtenir une réponse. Son langage corporel, là. Vous le suivez depuis longtemps. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Il semble un peu moins. D'ordinaire, il est plutôt réservé, assez mesuré. Là, on avait vraiment l'impression qu'il se penchait un peu en avant, et son visage paraissait un peu en colère. Je me demande si vous pouvez d'abord nous parler de ça. Oui, vous avez raison. Poutine a une capacité extraordinaire, voire préternaturelle, comme le disent certains, à rester calme quand la situation devient difficile. Et bien sûr, dans cette situation, il n'a pas cédé à ce que les gens appelleraient des provocations. Autrement dit, on le pousse à réagir, ce qui permettrait ensuite, et Zelensky le souhaite clairement, de faire entrer les puissances occidentales comme participantes directes au conflit. Mais dans cette interview, et je crois que c'était avec Pavel Zarubin, il était très clair que l'attaque de l'Ukraine a suscité une réponse, sinon symétrique, et même davantage, du moins dans les faits. Par exemple, les attaques contre Odessa et son bouclage complet, ainsi que l'attaque contre le commerce électronique ukrainien, il y a seulement quelques jours. Cette attaque majeure contre l'équivalent des entrepôts de Rosetka, l'équivalent de Wildberries ou d'Ozon. En Russie. Donc en gros, comme je le dis, les deux pays sont simplement en train de se démolir mutuellement. Évidemment, la Russie a davantage de capacités et il ne reste plus beaucoup de ressources à l'Ukraine. Donc c'est juste. La Russie a réagi,
elle n'a absolument pas réagi en allant étendre horizontalement la guerre, c'est-à-dire au-delà des frontières de l'Ukraine. Si elle le faisait, alors, comme vous le dites, on entrerait complètement dans une autre partie. Et la manière dont l'Occident réagirait, comme vous le dites, nous ne la connaissons tout simplement pas. Mais les risques d'escalade de cette guerre. C'est aussi ce qui était si stupéfiant dans le discours de Burnham. Une incapacité totale. Évidemment, le contexte ne s'y prêtait pas, ne serait-ce qu'à laisser entendre qu'il faut trouver une forme de négociation, une forme de discussion. Mais ils sont totalement démunis dès qu'il s'agit d'en discuter. Je veux dire, ils n'ont même pas de stratégie de guerre, parce que Burnham reprend le langage qu'on employait il y a 4 ans. Aussi longtemps qu'il le faudra, nous sommes avec vous. Merci de nous défendre contre les hordes barbares venues de l'Est. C'est un langage tellement primitif. Et, d'une certaine manière, il devient aussi de plus en plus archaïque. Le répéter pendant 10 ans. On aurait pensé que quelque part, quelqu'un se serait dit « Bon les gars, il serait peut-être judicieux de commencer à réfléchir non seulement à une stratégie de guerre, mais aussi à une stratégie de paix, au moins à des pourparlers informels. » Nous savons que bien sûr à Vienne, il y a environ une semaine, les puissances britanniques, françaises et allemandes ont rencontré un représentant russe dans le cadre de discussions de voix 2. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais c'était au moins un signe. J'ai le sentiment qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Vous savez, il y a un peu de diplomatie de voix 2 en cours. Mais le fait que, et bien sûr aujourd'hui aussi, pas seulement Burnham, mais la réunion de la soi-disant coalition des volontaires, ou, si vous préférez, la coalition des fauteurs de guerre, se tient aujourd'hui pour voir comment soutenir davantage l'Ukraine. La guerre en Ukraine est désormais profondément inscrite dans le tissu de la politique et de la diplomatie d'Europe occidentale. Vous savez, vous disiez il y a un instant que, et c'est inhérent à tout ce que vous venez de décrire, tout ça est tellement ancré dans le système. C'est comme si on n'envisageait même pas de trouver une porte de sortie. Alors on se demande simplement, quelle sera la prochaine dépense? Et il semble qu'à un moment donné, ils vont dire « Hey, on ne peut pas continuer comme ça ». Vous parlez d'une guerre qui concrètement durerait 10 ans. L'Europe va-t-elle continuer à payer les salaires, je crois que c'était 45 milliards de dollars par an, juste pour survivre, enfin, pour payer les salaires des fonctionnaires, ceux de l'armée, toutes les armes et tout le reste. Parce que l'Ukraine ne pourra jamais fabriquer tout ça elle-même, avec sa propre base industrielle, et ainsi de suite. Donc, premièrement, ils doivent être ça. Mais deuxièmement, vous parlez de se mettre des coups. Ce n'est pas un combat équitable sur ce plan-là. Parce que toutes les attaques de la Russie et toutes ses capacités se concentrent dans ce petit cercle rouge-là, à gauche de l'Ukraine. Alors que l'Ukraine n'a pas autant de moyens que la Russie, ni autant de capacités industrielles. Et la Russie dispose toujours de défense aérienne. Donc l'Ukraine ne peut pas infliger à la Russie la même correction, parce qu'à un moment donné, les chiffres vont simplement s'imposer et il ne restera plus assez de moyens à l'Ukraine. Enfin, est-ce que quelqu'un envisage cette possibilité? Eh bien, certainement pas parmi les élites d'Europe occidentale. Peut-être à Washington, je ne sais pas. Mais non. Et en fait, tous ceux qui osent en parler, le seul grand dirigeant, Viktor Orban, en Hongrie, qui a avancé ses arguments, qui a dit que cette guerre était impossible à gagner, qui a dit qu'il fallait de la diplomatie, a bien sûr récemment perdu les élections. Et Robert Fico, en Slovaquie, un autre qui appelait à cela, est devenu plus marginalisé et plus discret ces derniers temps. Mais l'opinion publique occidentale n'a pas vraiment d'effet sur tout cela, en raison de l'isolement remarquable de ces élites qui façonnent la politique. L'Union européenne, soit dit en passant, j'ai vu la statistique ce matin. Depuis le début de la guerre,
et cela exclut le Royaume-Uni, l'Union européenne a fourni 220 milliards d'euros, en gros de dollars, depuis le début de la guerre. 220 milliards. Since the beginning of the war, 220 billion. And of course, they're still. Et bien sûr, ils utilisent toujours les intérêts générés par les réserves russes détenues chez Euroclear, à Bruxelles. Cela représente aussi environ 3 milliards d'euros par an qui vont à l'effort de guerre. Sans compter, bien sûr, un emprunt majeur. Il y a donc assez d'argent pour cette année et largement pour l'année prochaine. Il y a donc une certaine confiance dans le fait que cette guerre peut être financée. Bien sûr, ils n'ont plus de missiles de défense Patriot ni beaucoup d'autres équipements. Mais comme vous le dites, la Russie a beaucoup plus de ressources que l'Ukraine. Et l'Ukraine paraît très très démunie en ce moment. Eh bien, je suppose qu'on n'a pas encore atteint le point de rupture. Et tant qu'on ne l'aura pas atteint, je suppose que cette nouvelle réalité, ou cette nouvelle normalité, comme vous l'appelez, cette hyper-normalité, va continuer à prévaloir. C'est vraiment regrettable pour les Ukrainiens eux-mêmes qui en paient le prix. Je voudrais maintenant aborder un peu l'autre guerre qui se déroule au Moyen-Orient, entre les États-Unis, en quelque sorte Israël, et l'Iran. Les États-Unis ont essayé bien sûr une guerre de 40 jours avec une campagne aérienne. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé un blocus naval de 2 mois. Ça n'a pas vraiment marché non plus. Ils ont essayé pendant un temps une sorte de protocole d'accord. Et pour une raison ou une autre, nous avons décidé de ne pas le laisser fonctionner. Et maintenant, depuis l'expiration de ce protocole d'accord, nous sommes en quelque sorte dans... Je ne sais pas vraiment où nous en sommes. Ni guerre, ni paix, ni diplomatie. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on peut peut-être s'y attendre. Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, a déclaré, c'était dans le Financial Times dimanche, « Le président Donald Trump et la puissance écrasante de notre armée ont considérablement démantelé les capacités militaires de l'Iran et affaibli son programme nucléaire. Nous entrons maintenant dans la phase finale. À l'aube, commencera un D-Day économique, la plus grande offensive financière jamais mobilisée contre un adversaire. Qu'attendez-vous de cette nouvelle série de sanctions? Parce que, à mes oreilles, malgré tout ce langage fleuri emprunté à la Seconde Guerre mondiale, ça ressemble à, bon, les sanctions qu'on applique depuis 47 ans, celles qu'on a appliquées plus tôt, je ne sais pas, essayons-en simplement davantage. Est-ce que ça va marcher? Oui, c'est la même chose avec la Russie, le pays le plus sanctionné au monde, ou du moins il l'était. Aujourd'hui, l'Iran est un sérieux concurrent pour ce triste titre. Donc, davantage de sanctions. C'est un siège financier. Le blocus des exportations de pétrole a déjà entraîné une inflation massive. Et le taux de change de la monnaie iranienne face au dollar a atteint, oui, 2 millions de rials. C'est tout simplement incroyable. 2 700 000 pour une livre sterling. Donc oui, bien sûr, la population souffre. Mais là encore, comme en Russie, quand on est acculé, vous savez, la Perse, l'Iran, avec une histoire de 3000, 5000 ans, ne va pas se laisser intimider. Encore aujourd'hui, ou hier soir, le gouvernement iranien a adressé un avertissement à 47 navires, des pétroliers et d'autres, en leur disant qu'ils devaient payer. Enfin, on ne sait pas très bien en quoi consistait la menace, mais il est clair qu'elle était là. Le gouvernement iranien ne semble donc pas reculer, et le langage de plus en plus violent qui vient de Washington ne semble pas avoir pour effet d'intimider le gouvernement iranien. Comme dans la guerre russo-ukrainienne, il s'agit de voir qui va céder, qui va craquer le premier. Et j'ai le sentiment que ce ne sera pas la Russie, et j'ai le sentiment que ce ne sera pas l'Iran. Il y a bien sûr une question plus large. Ce n'est pas tout à fait une alliance, mais on parle beaucoup de cette prétendue alliance CRINC, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Et la Corée du Nord, bien sûr,
vient tout récemment de relancer une diplomatie active. En fait, je crois que Trump parle de rencontrer de nouveau Kim Jong-un. Oui, on pense encore à Kim Jong-un. Kim I nearly said Kim Il-sung. Yeah, I nearly Jong-un. Yes, one still thinks La première, mais oui. the earlier one. Et bien sûr, nous ne savons pas quel soutien tacite l'Iran reçoit de la Chine. Il a été rapporté qu'il y a seulement 10 jours, 6 gros avions de transport en provenance de Chine ont atterri, livrant, on ne sait pas très bien quelle marchandise, mais manifestement une forme ou une autre d'armement. Ce rapport n'a pas été confirmé, je tiens à le souligner. Mais il se passe des choses en coulisses qui, je pense, donnent au gouvernement iranien le sentiment qu'il pourrait tenir bon. Which I think are giving the Iranian government a certain sense that it could hang on in there. Eh bien, s'il y a ce sentiment du côté iranien, on y reviendra dans un instant. Ce sentiment n'est clairement pas partagé du côté américain, parce qu'hier, le général Jack Keane semblait se réjouir de cette possibilité d'une nouvelle guerre économique. Mais il pense peut-être qu'il faudrait aussi y ajouter des frappes militaires. Pendant 50 ans, nous avons mené avec eux une stratégie d'apaisement. Nous avons essayé de conclure des accords. Nous ne les avons jamais confrontés jusqu'à ce que ce président le fasse. Et oui, cela va exiger un changement de comportement de leur part. Ils vont devoir coopérer et nous allons devoir nous montrer fermes avec certains de nos alliés et partenaires pour nous assurer qu'ils contribuent à l'isolement de l'Iran. Donc on va durcir le ton, pas seulement avec l'Iran, mais aussi avec nos alliés. Vous savez, il faut vous rallier à ça et il faut commencer à abattre. Écoutez, ils ont déjà abattu beaucoup de missiles, Richard. Enfin, quel type de pression pense-t-il qu'il faut exercer sur l'Iran et sur les alliés arabes du Golfe pour continuer à faire pression? Et on se demande s'il parle de quelqu'un comme la Chine. Parce que si vous n'obtenez pas que la Chine adhère à ces sanctions et fasse sa part, ou la Russie, rien ne fera la moindre différence. Parce qu'il n'y a pas de sanctions du monde occidental. Alors, qu'en pensez-vous? One has to say that this Jack Keane's speech Il faut le dire, ce discours de Jack Keane est encore une fois totalement déconnecté de la réalité. Comme s'ils avaient cherché à apaiser l'Iran depuis 1979. C'est vraiment absurde et même bizarre de voir les choses sous cet angle. Oui, Obama a conclu le JCPOA, l'accord sur le nucléaire. Mais ce n'était pas de l'apaisement, c'était un accord. Ça s'appelle la diplomatie. Ça consiste, vous savez, à débattre et à établir un cadre pour atteindre ces objectifs, qui était de contrôler le programme nucléaire iranien. Donc, d'abord, c'est totalement absurde. Mais la menace d'aller encore plus loin maintenant. Et bien sûr, même au sein de la Maison-Blanche, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l'utilisation d'une sorte d'arme nucléaire tactique aurait été discutée. Là encore, c'est le signe d'un désespoir plutôt que d'une stratégie mûrement réfléchie. Donc, encore une fois, cette guerre risque de s'intensifier. Et concernant la pression exercée sur les alliés, je pense qu'elle ne vise pas seulement les pays du Moyen-Orient. On a aussi le sentiment que Trump a déjà dit au Canada et à d'autres pays qui ne nous ont pas soutenus dans cette guerre contre l'Iran, donc davantage de droits de douane. Le Canada était un cas un peu à part. Mais le Royaume-Uni et d'autres pays n'ont pas été très enthousiastes à l'égard de cette guerre. Même si le Royaume-Uni autorise l'utilisation de ses bases aériennes pour des attaques contre l'Iran. Donc, d'une certaine manière, nous sommes déjà de fait des co-belligérants. Et l'Iran a menacé de ne pas s'en prendre seulement aux alliés des États-Unis dans la région, mais aussi au-delà de l'Iran. Là encore, il y a donc un risque d'escalade horizontale dans cette guerre aussi. Eh bien, ce qui donne aussi du poids à cette idée, et laisse même entendre qu'il pourrait y avoir une escalade supplémentaire, c'est la réponse de l'Iran à tout cela, parce qu'ils ne vont certainement pas rester silencieux. Et l'un de leurs hauts conseillers militaires, le général Rezaei,
est passé à la télévision iranienne pour dire ceci. Si Trump décide d'aller plus loin, notre réponse, nos représailles seront sismiques. D'abord, nous dirons à tous les pays voisins et aux pays du monde entier de ne pas se joindre aux États-Unis dans leur guerre économique. Tout pays qui participera à l'imposition de restrictions économiques contre nous sera considéré comme un ennemi. Bien sûr, nous négocierons d'abord avec eux. Nous tiendrons des discussions et leur dirons de se mettre à l'écart et de prendre leur distance avec les États-Unis. Mais s'ils n'agissent pas, nous frapperons. D'un côté, vous avez Jack Keane, qui menace même les pays de la région, en leur disant qu'il ferait mieux de se ranger de notre côté. Et de l'autre, vous avez l'Iran, qui dit « Oui, si vous faites ça, vous allez aussi vous prendre certains de nos missiles en pleine figure. » Ils subissent donc littéralement des pressions des deux côtés. Comment cela va-t-il se dérouler? Le contexte, c'est qu'il y a environ 10 jours, il y a eu un important remaniement au sein de la direction iranienne. Et l'élite sur place, ou l'élite dirigeante, s'est davantage consolidée. Pour le dire simplement, c'est un gouvernement de durs. Non pas qu'il y ait eu des modérés en particulier, mais le président, Pezeshkian, était considéré comme un libéral relatif. Enfin, certainement plus enclin à la paix s'il avait été possible de négocier avec les États-Unis. Et bien sûr, après le 28 février et l'attaque, ce n'était plus possible. Donc le dirigeant de l'ombre, l'ayatollah Khamenei, semble, personne ne l'a vu, mais il semble être actif. Et bien sûr, ils ne vont pas céder. Les propos qui viennent d'Iran sont des propos de combat, donc on ne peut s'attendre qu'à des représailles mutuelles et à une escalade sans fin, une fois de plus. Vous savez, pardonnez-moi, Gary. Je voudrais lancer dans un instant l'extrait intitulé « Trump-Iran Deal ». Selon vous, dans la mesure où vous pouvez l'identifier, quel est l'objectif américain ici? D'accord, on a essayé, comme je l'ai dit, 40 jours de combat, de blocus, 13 jours de combat, un protocole d'accord, un blocus. On avait un accord. On avait un accord signé par le président Trump lui-même, par Pezeshkian. Puis en quelques jours, on s'en est débarrassé. Et maintenant, c'est terminé aussi. Ça appartient au passé. Mais là, vous allez voir que le président Trump semble toujours parler d'une sorte d'accord qu'il cherche à obtenir. Et j'ai du mal à comprendre de quel accord il parle, alors qu'il en avait déjà un. Je reviens au 26 février, 2 jours avant l'attaque, lorsque le médiateur omanais avait obtenu un accord remarquable que l'Iran avait accepté. Donc ils étaient d'accord. Puis on a jeté cela. On avait un accord le 17 juin. On l'a jeté aussi. De quoi parle-t-il ici? Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de marine. Ils n'ont pas de force aérienne. Ils ne paient pas leurs soldats. Ils ne paient pas leur police. Ils ont une inflation de 350. Donc on va simplement voir ce qui se passe. Et nous avons le contrôle total, comme vous le savez, de la frontière. Nous avons le contrôle total. Si vous regardez le blocus, nous contrôlons totalement toute cette région liée au détroit d'Ormuz. Et cela s'étend largement à l'intérieur des terres. Ils aimeraient donc conclure un accord, mais à mon avis, ils ne sont pas prêts à conclure le bon accord. Oui, enfin, d'abord sur ce dont il parle là. Le fait qu'on aurait un contrôle total sur le territoire. Évidemment, on a le contrôle total de rien dans ces... Enfin, je crois qu'il y a 8 pays différents qui ont une frontière avec eux. On a un certain contrôle sur le golfe d'Oman, là où se trouve cette ligne. Mais c'est à peu près tout. Mais revenons-en à ça. Ils veulent conclure un accord. Selon vous, quel est l'accord que le président Trump a en tête? Eh bien, on ne sait pas. Mais ce qui était intéressant, c'est que, même il y a environ une semaine, les Omanais discutaient avec les Iraniens, et ils avaient conclu un accord. Et que fait les États-Unis?
Il menace de raser Oman, qui n'est pas un allié à proprement parler, mais qui est très proche des puissances occidentales et contrôle la partie sud du détroit d'Ormuz. Ils les ont menacés de terribles représailles s'ils concluaient un accord. Donc, la nature de ce nouvel accord, on ne la connaît tout simplement pas. Je veux dire, vous avez entendu Scott Bessent parler du nucléaire. Or, combien de fois ont-ils prétendu avoir détruit le potentiel nucléaire de l'Iran? Depuis juin 2025, avec ses 12 jours de bombardement, jusqu'à cette fois-ci également. Alors, combien de fois peut-on y revenir? Donc, potentiellement, ils déclarent victoire et ils partent en disant « Nous avons neutralisé les capacités nucléaires de l'Iran. Nous avons atteint nos objectifs. » Mais bien sûr, dès 2012, les Russes ont commencé à parler des États-Unis, c'était déjà sous Obama, en disant, avec un mot assez long et assez désagréable, qu'en anglais ça voudrait dire « dans deux sens ». On ne peut pas vraiment traiter avec ces gens-là. On ne traite pas avec eux. Et comme les Palestiniens l'avaient appris depuis longtemps, ceux qui s'engagent réellement dans des négociations se font éliminer, bombarder, tuer, assassiner, enlever ou quoi que ce soit d'autre. Dans ce sens-là, il est difficile de conclure un accord. Mais bien sûr, les États-Unis ne respectent ensuite pas l'accord. Donc dans les deux sens, cela ne sert à rien de conclure un accord avec les États-Unis, parce que ce n'est plus seulement un problème d'engagement. Donc, ça ne sert à rien de discuter. Et c'est aussi en partie le problème en Ukraine. La guerre, au fond, c'est que l'interlocuteur d'en face est tout simplement... Enfin, ce n'est plus seulement une question de changement à l'arrivée d'un nouveau président. Aujourd'hui, au sein même d'un seul régime, et certainement sous Trump, les choses changent si vite qu'on ne peut tout simplement pas traiter avec ces gens-là. Et c'est quelque chose de presque sans précédent à l'échelle de l'histoire mondiale. Avec un grand pays comme les États-Unis, on ne sait pas à qui on parle. L'administration elle-même est évidemment divisée. Nous savons que Pete Hegseth semble purger le Pentagone de toutes les personnes les meilleures et les plus compétentes, y compris la personne qui discutait avec la Russie, qui s'était rendue à Moscou il y a quelques mois et qui quitte maintenant le Pentagone. Alors vous savez, à qui parle-t-on? Et quelle crédibilité peut avoir un quelconque engagement dans un accord? Comme vous le dites, ça tient à peine 24 heures. Oui, ce n'est pas très optimiste quant à la possibilité d'écarter l'une ou l'autre de ces guerres. On verra comment tout cela va évoluer. La dernière chose sur laquelle j'aimerais avoir votre avis concerne autre chose qui se passe dans la même région. C'est dans Al Monitor, hier. Le titre dit « Pourquoi la Turquie voit les frappes israéliennes en Syrie comme un avertissement concernant son rôle militaire et le pacte de la Mecque ?» Que pouvez-vous nous dire sur cette rhétorique qui s'échange entre la Turquie et Israël, en particulier par rapport aux actions qui se déroulent à l'intérieur de la Syrie? Parce que, d'un côté, on a l'impression Israël, qui occupe des portions de la Syrie, dit à la Turquie qu'elle ne peut pas occuper des portions du nord de la Syrie. Sinon, Israël considérera cela comme un problème. Quelle est l'histoire derrière tout ça? Oui. Le grand enjeu, c'est que très clairement, les États-Unis ne sont plus considérés comme un garant crédible de la sécurité. Et il n'y a pas si longtemps, à peine une semaine environ, l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie, membres de l'OTAN, se sont réunis pour signer le pacte de la Mecque, signé à la Mecque. Un pacte entre ces trois puissances moyennes, qui ont essentiellement conclu entre elles un accord de sécurité, un pacte de défense. Et, bien sûr, cela a mis Israël en colère. La Syrie redevient donc le champ de bataille entre la Turquie et Israël. Car, comme vous le savez, les relations entre la Turquie et Israël sont très mauvaises à cause de la flottille. Il y a quelques mois, Israël a intercepté pour la deuxième fois une importante flottille pour la paix qui se rendait à Gaza afin d'apporter de la nourriture, du soutien et de l'aide. Et les Israéliens l'ont intercepté de manière très brutale.
brutal manner, intercepted it, and many of the people involved were Turkish. Et beaucoup de personnes impliquées étaient turques. Donc c'est encore un problème de plus. Et bien sûr, la Syrie est incapable pour le moment de défendre ses propres frontières et sa propre souveraineté. La Turquie domine le nord du pays. Israël est allé bien au-delà du plateau du Golan et s'est emparé d'une grande partie du sud de la Syrie. Et bien sûr, ils ont bombardé il n'y a pas longtemps une base aérienne sous contrôle turc. Il y a donc toutes sortes de manœuvres en cours. Mais étant donné que la Turquie fait désormais partie de ce pacte avec l'Arabie saoudite et le Pakistan, il y a un risque que les autres puissances soient elles aussi entraînées. Donc tous ces discours sur les accords d'Abraham, qui occupaient une place considérable, sur la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite, ce qui bien sûr ne s'est pas produit, Israël et d'autres pays, tout cela est aujourd'hui en lambeaux à cause de la guerre avec l'Iran. Et quelles sont les chances que l'un quelconque de ces conflits auxquels Israël est partie prenante se termine prochainement? Que ce soit avec les Houthis, c'est davantage avec l'Arabie saoudite, mais cela concerne tout de même Israël en mer Rouge, en particulier à Bab el-Mandeb. La situation toujours non résolue à Gaza, le problème croissant des colons, ou quoi que ce soit d'autre, en Cisjordanie, la situation qui se poursuit en Syrie, et puis aussi au Liban. Parce que, même si cela faisait soi-disant partie du protocole d'accord et du cessez-le-feu, Israël continue périodiquement à raser des villages là-bas. Où tout cela mène-t-il Israël? Vous avez tout à fait raison. La violence des colons en Cisjordanie augmente. Tout récemment, autour de la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, dans l'une de ces zones dont les Israéliens s'étaient retirés il y a 20 ans sous Sharon, ils construisent désormais des colonies et bien sûr, rasent au bulldozer les maisons de Palestiniens, arrachent leurs oliveraies, leurs forêts, leurs arbres. Et bien sûr, ils sont soutenus par les forces de défense israéliennes, qui restent généralement sur le côté quand elles ne soutiennent pas activement la violence des colons. Le sud du Liban est de nouveau pilonné. Il y a même récemment des accusations selon lesquelles des forêts seraient incendiées afin de détruire entièrement le sud du Liban. Et comme vous le dites, les Houthis ou Al-Ansar au Yémen menacent de bloquer l'accès à la mer Rouge, ce qui signifie le canal de Suez. Où cela va-t-il nous mener? Comme nous l'avons dit tant de fois, c'est grave. Et j'ai peur que la situation ne s'aggrave encore beaucoup avant qu'on aperçoive ne serait-ce qu'une lueur d'espoir. Et bien sûr, je l'avoue, j'avais peut-être naïvement le léger sentiment que compte tenu du fait qu'au Royaume-Uni, notre nouveau ministre des Affaires étrangères est Ted Miliband, et que nous avons un nouveau Premier ministre concentré sur les questions intérieures, cela pouvait être une occasion. Car un changement de dirigeant est généralement une occasion de changer de politique. Et malheureusement, aujourd'hui cela a montré que ça n'allait pas arriver. Et c'est tragique, parce que je pense que le Royaume-Uni, étant en dehors de l'Union européenne, aurait pu offrir une possibilité. Au lieu d'escalader la situation et de jeter de l'huile sur le feu, comme le dit Peskov, nous aurions pu dire « Écoutez, prenons un peu de recul ». Car les pays de l'Union européenne sont aujourd'hui tellement liés, tellement contraints et limités, tandis que nous, en tant que pays indépendants, nous aurions pu le faire en tant qu'État souverain. Malheureusement, cette occasion a été, j'allais dire, gaspillée. Je pense que nous, à Londres, nous au Royaume-Uni, allons continuer à essayer d'échanger avec le gouvernement britannique et peut-être aussi avec le nouveau ministre des Affaires étrangères pour défendre une perspective de paix. Il faut que les Britanniques ne se contentent pas d'escalader les tensions, mais qu'ils commencent une forme de discussion de second canal. Il y en a déjà quelques-unes, en profondeur, mais peut-être faudrait-il les rendre plus publiques et plus actives.
Eh bien, nous applaudirions certainement cela et nous relayerions ce message s'il se retire, parce que c'est clairement ce que nous souhaitons. Tous ces conflits sont impossibles à gagner militairement. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre l'Iran militairement. Israël ne peut pas vaincre militairement tous les ennemis qu'il a choisi de combattre. Ce n'est tout simplement pas possible. Tout ce qu'il peut faire, c'est continuer à se battre. Et c'est la même chose avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. À terme, même si ça devait prendre encore des années, la Russie peut détruire le camp ukrainien. Mais l'Ukraine ne peut pas, à terme, détruire le camp russe. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est continuer à se battre pendant une durée inconnue, en tuant des gens et en perdant des gens tout au long du processus. Et quand cela arrive, tout le monde y perd, sauf peut-être les élites super riches. Mais c'est en quelque sorte ce contre quoi nous devons lutter, du côté de la raison. En tout cas, nous vous remercions d'apporter un peu de clarté sur certaines de ces questions, afin que nous puissions au moins voir ce qui se passe réellement. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, professeur. Merci. Tout le plaisir pour moi. Et nous vous apprécions aussi. Nous retrouverons Scott Ritter dans l'émission cet après-midi. Nous examinerons d'autres aspects de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et comme toujours, il s'appuiera sur ses sources. Ce sera à 14h, heure de l'Est des États-Unis, dans le Daniel Davis Deep Dive. À tout à l'heure.